Bien, bonsoir mes amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Donc, première vidéo où je ne parlerai pas de boxe, ce sera une petite vraie vidéo, enfin, je pense qu'il quand même qui va être un peu longue. Réaction à chaud sur le dernier film Marvel sorti au cinéma, Spider-Man No Way Home. Bon, déjà, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais on est sur la pire trilogie de super-héros de tous les temps, c'est sûr. On a eu des films qui sont pires que ces Spider-Man là, mais trois films d'une qualité aussi médiocre, ça c'est du jamais vu, je suis désolé de le dire. On a eu des films de merde en 2 épisodes, mais en 3 non. Donc voilà. Alors je m'attendais à une bouse, hein, je l'avais même dit à ma mère avant de partir. Je savais que j'allais payer pour me faire enculer, hein, c'est clair. Qu'est-ce qui me faisait dire ça? C'est qu'on avait le même réalisateur, à savoir John Watts, qui avait réalisé Homecoming et Far From Home. Putain, oh putain, déjà ces titres à la con, voilà, c'est la trilogie Home de Spider-Man. Et je suis assez contrasté. Bon, alors là, je suis pas du tout de bonne humeur parce que j'ai vu la scène post-générique. Elle m'a fait péter un plomb, hein, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Donc, avant de parler en profondeur du film, je préviens, je vais spoiler, mais comme le dernier des bâtards, j'en ai strictement rien à foutre. Donc, déjà, est-ce que ce film est meilleur que les précédents? Alors, comme ça, je dirais oui, à chaud, mais je disais la même chose de Far From Home. Quand je l'ai revu, je me suis rendu compte à quel point c'était nul à chier. Je développerai pas ici, mais voilà. C'était vraiment nul à chier. Quand je l'ai revu, je m'en suis rendu compte. Donc je pense que ça va être la même chose pour ce film. Mais déjà, qu'est-ce que j'ai vu en plus par rapport aux autres films? Alors déjà, la qualité qui... Alors bon, déjà pour dire, j'ai passé un bon moment en le regardant, alors que je m'attendais vraiment à une merde. Mais qu'est-ce que j'ai vu comme qualité qui est commune aux autres films? Ce sont les acteurs. Clairement, les acteurs sont excellents et ben là, on a repris les meilleurs acteurs des films précédents parce que c'est quand même une histoire sur le multiverse. Donc on a fait revenir les méchants et les Spider-Man des autres continuités, à savoir celle de la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire et c'est celle de Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Donc ces 2 acteurs reviennent comme leurs antagonistes et clairement ils sont ouais, ils sont tous vraiment excellents. Autre qualité que j'ai vraiment trouvé, alors bon, déjà la mise en scène, elle pète pas 3 pintins un canard, mais je la trouve quand même un peu moins coincée que celle de Far From Home, qui était déjà bien meilleure que celle de Homecoming, parce que Homecoming, c'est la pire mise en scène de tout le MCU. Niveau travail de l'imagerie, c'est quand même, je trouve, du moins c'est plus varié que les précédents. C'est, et aussi le travail sur la chorégraphie est vraiment cool. La chorégraphie des Spider-Man dans le climax était vraiment super. Le premier combat entre, Tom Holland et le Bouffon Vert était vraiment cool. Donc niveau chorégraphie, ce film est vraiment super. John Watts, on a beaucoup, je pense qu'on a beaucoup à lui reprocher sur la qualité des précédents films. Je pense aussi que les défauts de ce film de No Way Home sont dus à John Watts, clairement, parce que le réal, j'ai pas vu toute sa carrière, mais rien qu'en voyant ces trois films, il est clair que c'est un pur yes man. Mais en attendant, niveau mise en scène, il a été un petit peu plus créatif que les deux autres fois. Là, il y avait une réelle tension. Là, le climax était vraiment créatif et offrait de bonnes idées. Après, est-ce que c'est lui qui est à l'origine de tout? Je pense pas. Mais voilà, déjà, niveau mise en scène, c'est clairement mieux que les précédents. Niveau la musique, qui était insipide au possible dans les 2 précédents, là était vraiment cool. Ils ont fait, des remixes. Alors je sais pas du tout qui s'est occupé de la musique. Ouais, bon, tant qu'à faire, hein, c'est une espèce de petit vlog, donc autant les vérifier directement. Spider-Man, No Way Home.
4,2 sur 5 sur Allofini, non. Donc ah c'est Michael, Giacchino qui a recomposé cette partie, qui avait déjà fait, le travail sur, Homecoming. Ouais sur Homecoming et Far From Home. Bon déjà là c'est bien meilleur. Là c'est sûr, c'est vraiment bien meilleur que ces 2 précédentes compositions. Il reprend quelques musiques, alors il fait des réorchestrations des musiques. J'ai surtout reconnu celle de Sam Raimi parce que j'avoue que celle de The Amazing Spider-Man m'a pas trop marqué, mais j'ai bien connu celle de Amazing et les quelques reprises qu'il a fait, alors je pense pas que je vais les réécouter en boucle, mais c'est vrai que ces compositions étaient pas mal. Et après ce qui pêche plus, c'est clairement le scénario et les personnages. Et ça, c'était un peu évident parce que John Watts et ses scénaristes, ils n'ont pas réussi à bien développer Peter Parker en 2 films de 2h30. Comment c'était possible qu'ils développent 8 personnages différents en 2 fois moins de temps? Clairement, ça c'était attendu et ça me surprend pas. Après, je trouve qu'il y a quand même plus d'idées. Bon, déjà, alors, j'ai précisé, mais je le reprécise, je l'ai déjà dit, et si je vais spoiler, hein, j'en ai strictement rien à foutre. La mort de Tante May, alors dans l'idée, c'est clairement la meilleure idée de ces films, Spider-Man. Ils font réellement avancer le statu quo, enfin. Et dans les films, c'est la première fois qu'on voit Tante May mourir. Parce que dans la trilogie de Sam Raimi, c'est pas le cas, ni dans les Amazing. Et l'exécution, ouais. Dans la mise en scène, c'est pas excellent. Les acteurs, ce qui rend le truc vraiment touchant, parce que j'avoue que j'étais un peu impacté par ça, c'est les acteurs et la musique. Les acteurs, particulièrement Tom Holland, qui est vraiment excellent, font un excellent travail et la musique elle prend bien. Mais alors la reprise de Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, ouais. On va On a vu mieux. Ça colle avec le dialogue qu'ont Tom Holland, Andrew Garfield et Tommy Maguire un peu plus tard. Mais c'est pas ouf. Voilà. Cette scène aurait pu être cool. Elle est déjà cool, mais elle aurait pu être géniale si elle était mieux écrite. Parce que vraiment, l'écriture, c'est fait par-dessus la jambe. Et ça, je m'y attendais. Niveau des méchants, c'est plus contrasté. Enfin, même très très contrasté. Alors, Docteur Octopus. Bon, je pense que je pense que je vais dire à chaque fois, mais déjà, euh, j'ai oublié son nom. Oh, l'acteur. Je vais aller chercher tout de suite. Oh putain. Ah, va te faire foutre, connard. Hein. Alfred Molina, encore dans le rôle de Docteur Octopus. Ben, bien sûr, il est génial. Bon, pas autant que dans Spider-Man 2. Et puis, bon, déjà sur le personnage en lui-même, j'ai bien aimé sa fin, mais c'est pas du tout assez développé, sans surprise. Et puis, ben, c'est complètement incohérent avec Spider-Man 2, alors que c'est censé être la continuité. Ils sont censés être dans la continuité. Là, dans ce film, il est clairement méchant, se fait toujours contrôler par ses bras mécaniques, ce qui est un élément important du film que Tom Holland parvient à rectifier dans une des scènes qui va suivre. Mais c'est complètement incohérent parce qu'à la fin de Spider-Man 2, il est censé les avoir contrôlés, ses bras mécaniques. Leur intelligence artificielle n'est pas censé être impacté. Enfin, n'est n'est pas censé il est censé les contrôler en fait. Et je sais pas pourquoi je cherche d'autres mots. Il est censé les contrôler. Il est plus censé être sous leur contrôle. Donc ça, c'est vraiment un truc à la con qui est juste un prétexte pour refaire d'Octopus un méchant. C'est sûr.
Mais je trouve que c'est quand même celui qui s'en sort le mieux dans le tas. Le Bouffon Vert, encore une fois brillamment interprété par William Defoe, qui a alors quand ils la façon dont ils ont repris le masque qui parle, à Osborn dans la scène de la rue et la façon dont elle se conclut, c'est pas trop mal. Le, la façon dont le personnage est écrit avant qu'il redevienne méchant, ça sert pas à grand chose, mais ça va. Et puis, ben, le discours qui tient dans l'appart de Happy, il est pas mal. Il est pas mal. Après, je trouve que c'est foiré pour un personnage où ça n'a strictement aucun sens. Mais on voit que ça n'a pas eu d'impact par rapport au Docteur Octopus, ce qui est pas mal. Enfin, ce qui est bien. Et ce qui est logique, parce que si c'est si ça n'avait pas fonctionné, non seulement ça aurait pas été cohérent avec le Spider-Man 2, mais ça aurait pas été cohérent avec celui-là. Donc là, ça aurait été impardonnable et j'aurais clairement fusillé sur place ce film. Electro. Electro qui est toujours un chouette méchant, toujours super bien interprété par Jimmy Fox. Et qui, cette fois, alors je trouve ça complètement incohérent qu'il accepte de se faire retirer ses pouvoirs, quoi. Il voulait pas crever, certes, mais jamais il aurait voulu, jamais il aurait voulu se faire retirer ses pouvoirs. Putain, comme un con, je viens de couper ma caméra. Donc voilà, oh putain, j'avais pas envie de faire un montage. Bon, bref. Mais autant ça aurait été montré comme étant euh, une, un tour de malice pour pas qu'il se faire retirer ses pouvoirs, ça aurait fonctionné. Mais non, la façon dont c'est mis en scène et la façon dont Jimmy Fox le joue, c'est clairement qu'il acceptait, qu'il essaie de se mettre en question. Ce qui est incohérent, ce qui est complètement incohérent avec Amazing Spider-Man 2. Donc ça ne fonctionne clairement pas. L'homme sable est intéressant pendant 2 minutes. La première scène d'action où il apparaît, c'est plutôt pas trop mal géré. Après, il a quasiment plus aucun dialogue et c'est inintéressant. Et aussi, un truc qui m'a fait facepalm, quand Tobey Maguire qui lui injecte le sérum qui le fait redevenir humain, ils t'ont repris une scène de Spider-Man 3. J'en suis persuadé. Je suis sûr qu'ils ont même pas fait revenir l'acteur principal. Ils t'ont refait la même scène. Et ils ont peut-être changé un peu les FX, mais c'est sûr et certain. Ils t'ont peut-être fait vieillir un peu l'acteur, mais je suis sûr ils te l'ont pas fait revenir. Ils ont juste repris une scène de Spider-Man 3, ils te l'ont intégré dans le montage, ils te l'ont retravaillé, mais c'est pas tourné ça. Et ça se voit dans la façon dont c'est incrusté. Je veux bien que ça s'accorde pas au reste de l'image. Donc clairement ça, vous me ferez pas croire faut montrer moi un making of, sinon j'y croirais pas que l'acteur est venu sur un plateau de tournage. Du moins pour faire cette scène. Et le lézard, déjà pourquoi il parle, voilà. Et puis ben globalement il ne sert strictement à rien. La première fois qu'on le voit, il est déjà capturé par Doctor Strange. Et il a deux trois dialogues. Il y a des moments qui sont pas trop mal. Enfin, certaines de ses répliques sont sympas, mais il ne sert strictement à rien au scénario. Voilà, à part faire un méchant qui a tapé, il ne sert strictement à rien. Donc voilà, niveau méchant, c'est fait. Ned et MJ, j'en ai toujours rien à foutre, clairement. Ned, c'est un personnage que j'ai jamais. Alors là, il y a un truc qui est pas trop mal, c'est qu'ils en ont fait un potentiel sorcier. Alors, étant donné qu'ils l'ont lobotomisé à la fin du film, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va pas être juste dégagé de l'histoire? Ce qui serait très con. Et, voilà. Mais un aide magicien, pourquoi pas? Et MJ, elle a quelques répliques sympas, mais globalement, elle ne sert pas à grand chose. Même si Zendaya fait un bon boulot, bien sûr.
Happy, globalement, ne sert à rien. Même si j'ai bien aimé sa dernière scène. Doctor Strange, alors, ben, il est assez vide dans ce film. Il a... Benedict Cumberbatch arrive tout son problème à le rendre charismatique, mais il a pas d'arc. Enfin, si, il a un arc, mais qui est très mal exécuté, quoi. C'est au début, il veut juste les renvoyer dans leur monde et puis basta. À la fin, il accepte de laisser Peter s'en charger. Et alors aussi, comment ça se fait qu'il arrive à réouvrir un portail? Je sais que c'est le sorcier dessus. Après, mais normalement, il a besoin de ses anneaux. Donc, sauf si Wong est venu le chercher, comment c'est possible? Voilà, je vous pose la question. Que globalement, le Doctor Strange, inintéressant. Alors, la scène entre lui et le Spider-Man de Tom Holland, c'est pas, elle est sympa. Elle est sympa et même John Watts a réussi à rendre la dimension miroir créative. Même si, putain, il a fallu 5 minutes pour que Strange l'active, sérieux. Ça m'a fait péter un câble. Alors, le début du film est à chier. Les 5 premières minutes sont absolument à chier, sont chiantes à en crever. Le L'arrivée de Docteur Octopus, c'est à partir de l'arrivée du Docteur Octopus que ça... Quoique non, c'est à partir de là que je me suis dit, ça peut être pas mal. Là, la partie où j'ai commencé à me dire, ouais, ça prend le bon chemin, c'est la scène avec Doctor Strange. La première scène avec Doctor Strange. Alors, du côté des Spider-Man, ils ont pas d'arc, clairement, à part celui de Tom Holland. Mais je trouve qu'ils ont une belle petite alchimie. Ils ont quelques répliques sympas. Alors, moi, j'ai adoré revoir Tobey Maguire. Tobey Maguire qui fait un magnifique boulot et qui reprend à la perfection le rôle de Peter Parker. Alors Andrew Garfield, une petite déception parce que, alors je vais le dire direct, hein, Tom Holland, c'est pas le meilleur des Spider-Man, loin de là. Et ça l'a jamais été. Je sais plus quelle chaîne l'avait fait, il avait fait un top 10 des meilleurs Spider-Man, il avait mis numéro 1. Non, 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 ça n'a jamais... Le personnage de Tom Holland est naze. Et que ce soit le Peter Parker qui est vide. Le premier film, il était complètement vide, c'était une coquille vide. Le deuxième, ils essayaient de lui faire prendre de la profondeur, ça ne fonctionnait pas. Et là, il y a deux, trois petits trucs. C'est mieux, mais globalement, c'est vraiment pas ouf. Donc, ceux qui disent que c'est le meilleur Spider-Man, non, 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 clairement pas. Mais Tobey Maguire, pour moi, c'est le meilleur c'est le meilleur Peter Parker, c'est le meilleur personnage de Peter Parker. C'est celui qui a. C'est le personnage où il y a le plus de profondeur et où je trouve que c'est le mieux interprété, vraiment pour ce qui est Peter Parker. Andrew Garfield, c'est un bon Peter Parker. Bon, déjà, en lycéen pas populaire, il est pas crédible. Mais par contre, c'est le meilleur Spider-Man à l'écran. Parce que c'est celui qui rend Spider-Man expressif. Beaucoup détestent Amazing Spider-Man 2. Mais je trouve que déjà, il est meilleur que le 1, c'est sûr. Et il est meilleur que ces trois-là. Principalement parce que, déjà, l'imagerie est mieux travaillée. Le personnage de Peter est mieux exploité. Et puis, si Andrew Garfield fait un putain de bon boulot niveau interprétation de Spider-Man. Parce qu'il il a pas besoin de retirer son masque à chaque scène d'action. C'est le problème avec tous les Spider-Man. Du moins, quand Tobey Maguire, on lui retire son masque à chaque climax. Pareil pour Tom Holland. Là où Andrew Garfield, le climax de Amazing Spider-Man 2, il ne l'enlève pas jusqu'à la mort de Gwen. Et il arrive quand même à être super expressif et à être vraiment voilà, expressif, tout simplement. Il y a pas grand chose à rajouter. Dans toutes les scènes avec Spider-Man, il est ultra expressif et ultra vivant.
de par sa gestuelle et sa posture, il y a pas besoin de cette idée de merde de Homecoming, enfin de cette trilogie toute pourrie, de faire des yeux qui se recroquevillent façon, comics. Ça n'a aucun intérêt de faire ça dans un film live, à part pour le rendre plus exprès. Si f Et faut vraiment être nul à chier en direction d'acteur, parce que Andrew Garfield l'a fait à merveille et je pense que Tom Holland peut le faire. Voilà. Bon après là je viens un peu de me tirer une balle dans le pied parce que je viens de dire que du coup Tobey Maguire est bien irréprochable là-dessus. Bon, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà. Tom Holland c'est pas le meilleur Spider-Man. Cette trilogie, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est la pire trilogie du MCU. Enfin déjà c'est la pire trilogie du MCU, hein. Parce que là, avec celle-là, ça fait 4 trilogies en tout. Celle sur Iron Man, celle qui est sur Captain America et celle sur Thor. Alors, celle sur Iron Man, bon premier film. Deuxième, plus contrasté. Et troisième, bon, mais que personnellement, j'aime pas. Celle sur Captain America, vraiment excellente. Le premier alors, premier film qui est bon, mais c'est vrai qu'il échoue un peu à rendre le personnage de Captain America un peu attachant. Alors, moi je l'aime bien, mais c'est pas le meilleur dans ce cas-là. Mais qui développe un vrai propos poli. Mais déjà, c'est. Quoique. Ouais. Mais bon, déjà, le deuxième film. Enfin, le deuxième et le troisième arrivent à développer un propos politique avec un vrai suspense, une bonne mise en scène et. Alors, un scénario qui recourt à la facilité par pas mal de moments, certes, mais qui tient sans problème la route. Bon, celle sur Thor, euh, premier film, peut-être pas assez ambitieux, mais l'imagerie est géniale. Les acteurs, bon, bien sûr, sont excellents. Et la mise en scène fait sans problème le café, bien que ça manque un peu d'ambition là aussi. Deuxième film, jusqu'à Homecoming, c'était le pire film du MCU. C'était un film chiant qui développait pas bien ses personnages, qui avait genre la première scène d'action, la deuxième scène d'action, la bataille d'Asgard et les funérailles de Freya, mais sinon c'était chiant, c'était pas très intéressant. Et un Ragnarok qui a quelques conflits de ton, enfin pour, déjà pourquoi le film a une esthétique années 80, c'est euh, c'est pas très très logique. Euh, mais alors la méchante est pas exceptionnelle, mais fait bien le café. Et propose une belle relation au Thor Loki, mais voilà. Enfin bref, je m'écarte du sujet principal, mais voilà. En, en gros, deux bonnes trilogies, une trilogie bien contrastée et une excellente. Enfin, non, même pas. Ça fait une excellente trilogie, une bonne trilogie et une trilogie plus contrastée. Bon, celle Spider-Man, elle est en bas du palier. Parce que le premier film, en fait, à la construction de cette trilogie, ça me fait penser à High School Musical. Ouais, ouais. Vous vous rappelez quand les mecs qu'il y a des mecs sur internet qui disaient que oh là là, ils vont transformer Spider-Man en High School Musical quand quand Disney a acheté Marvel. Ouais, bah personne s'en est rendu compte que ça qu'ils ont rendu Spider-Man en High School Musical. Bah ouais, faut quand même le dire, hein, parce que le premier film chiant à en crever, qui et qui niveau mise en scène était vraiment bas de gamme. Deuxième film encore plus vide, mais un tout petit peu plus ambitieux niveau mise en scène. Là, celui-là, il est un peu plus. Euh, il a un peu plus de substance et bien plus ambitieux. Mais voilà, ça fait pas un film transcendantal. La fin est sympa. La musique, encore une fois, j'insiste beaucoup sur la musique, mais c'est par la musique que j'ai ressenti le plus d'émotion. Mais la musique est sympa et le montage, ça va. Mais bon, voilà, et bien sûr, la scène post-générique. Je sais pas si j'ai vu que la première. Je sais pas s'il y en a une deuxième. Ah oui, il y a aussi, exceptionnel, la, euh, la scène juste avant le générique ne cut pas sur une putain de blague à la con.
que ce soit l'arrivée, parce que dans les deux précédents films, quand même, c'était fait de la façon la plus insultante possible. La fin de Homecoming, Tante May découvre que Peter est Spider-Man, ça cut à ce moment-là. Ça, c'est la pire insulte à Spider-Man, clairement. Et Homecoming, bis repetita, sauf que là, c'est le monde entier qui l'apprend. Et que là, c'est déjà, No Way Home a fait plus d'efforts que Far From Home, parce qu'au moins cette révélation à la fin du précédent film, c'est un minimum exploité. Là où dans Far From Home, c'était ouais, elle le sait, et elle s'en sert. Ben, ok. Et d'ailleurs, c'est au début de No Way Home, dans la partie extrêmement chiante. C'est clairement expliqué, hein, c'est clairement dit, c'est complètement incohérent, parce que quand ils sont arrêtés par la police, il y a un agent qui dit quand même, attends, tu mets mise en danger de mineur. Ouais, John, c'est pas parce que tu dis que ton scénario est incohérent que dire que ton scénario est incohérent, ça va pas empêcher d'être incohérent, et ça empêchera pas que t'as été un gros con sur ce point-là. Attends, est-ce qu'il me reste... Ouais, non, excusez-moi, là, il faut que je boive un petit coup. Et voilà. Voilà, désolé pour le bruit, hein. Là sur cette vidéo, je vais pas du tout faire de montage, hein. Je vais juste vous mettre l'affiche à un endroit et c'est bon, hein, ça sera un monologue de presque 30 minutes maintenant. Mais voilà, pas grand chose à dire de plus sur ce film. J'attends quand même de revoir de voir les différents retours et de revoir le film, parce que encore une fois, je me disais la même chose sur Far From Home. Quand je l'ai revu, je me suis rendu compte à quel point c'était nul à chier, que même niveau mise en scène, c'était dans le- hors des scènes d'action, c'était vraiment bas de gamme. Et j'espère que j'aurai pas cette même impression avec ce film. Bon, déjà, je le mets pas autant sur un piédestal que les autres. Je dis juste, c'est un petit peu meilleur, mais voilà. Après, est-ce que j'encourage à le voir? Ouais, il est quand même très divertissant. Les scènes d'action sont sympas. Je l'ai déjà dit, je le répète, elles sont super bien chorégraphiées. Niveau chorégraphie, ce film, c'est un bonbon. Niveau mise en scène, c'est plus contrasté, mais niveau chorégraphie, c'était super. Donc, film très divertissant. Les scènes le rythme est plutôt bien géré. Voilà, il y a pas de... Il y a 2-3 moments où le rythme ralentit pas mal et c'est assez plat, mais il y en a pas beaucoup. Bon, généralement, le rythme est quand même bien sauvé par les acteurs qui arrivent à donner du rythme dans leur interprétation quand même. Mais voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Normalement, la vidéo sur les boxeurs de l'année est déjà sortie. Et cet après-midi, je sors... enfin, là, on est encore le samedi soir. Donc demain après-midi, je sors la vidéo. Alors, j'avais prévu la vidéo sur les KO de l'année. Mais je le redirai dans la vidéo, mais je l'ai tourné 3 fois. Les 3 fois, j'avais pas d'argument, c'était assez chiant, je me reprenais tout le temps, donc j'ai directement passé aux upsets et surprises de l'année. Mais j'ai quand même pas mal parlé des KO de l'année parce que bah, je l'aurais déjà dit, mais beaucoup des plus gros KO de cette année sont faits sur les gros upsets. Donc voilà, la semaine prochaine, pas de vidéo, je serai au CFA donc j'aurai pas le temps de bosser là-dessus. Puis je voulais faire dans ce week-end, mais j'ai tilté qu'en fait, au mois de janvier, il y avait 5 week-ends, donc pas 4. Donc les deux autres vidéos que j'ai encore prévues pour conclure sur le bilan de l'année 2021 arriveront dans 2 semaines. Et aussi, le lundi pas de la semaine qui arrive, mais de la semaine d'après, une preview sur Gary Russell Jr. contre Marc Maxayo. Donc voilà, plusieurs annonces. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère que j'aurai pas été trop confus et que vous m'aurez bien compris. Si elle vous a plu, ben, comme d'habitude, pouce bleu commentaire. C'est toujours super. Et en tout cas, ben, moi j'ai plus rien à vous dire. Portez-vous bien et salut!